Opération dynamitage de la plus haute tour aéro-réfrigérante de la centrale Émile Huchet à Saint-Avold. Il aura fallu 600 kg d'explosifs pour foudroyer les 10 000 tonnes de béton en seulement 6 secondes. Répartis autour du périmètre de sécurité, des spectateurs ont assisté à cette opération qui a coûté 5 millions d'euros. Le CFA BTP de Sarreguemines a été officiellement inauguré. 75 apprentis sont répartis dans les 4 filières: peintre applicateur de revêtements, métier du plâtre et de l'isolation, carreleur mosaïste et génie climatique. Il reste encore des places à pourvoir dans ce bâtiment de 1250 mètres carrés construit par la Fédération du BTP de Moselle pour un montant de 2 millions d'euros. Conseil communautaire particulièrement dense jeudi soir à la Casque. Les élus ont notamment évoqué des investissements conséquents, l'achat d'un robot de chirurgie pour l'hôpital, dont le montant s'élève à 1,8 million d'euros, mais aussi la construction d'une nouvelle usine d'eau potable, d'un réseau d'eau potable et d'un réservoir de 3000 m3 pour alimenter la future usine Holosolis. Le tout pour un montant total supérieur à 20 millions d'euros hors taxes. La mairie de Klein-Bittersdorf a été prise d'assaut par les femmes qui ont pris le pouvoir. C'est une tradition allemande qui marque le début des festivités de carnaval. Un derby de haut vol remporté par le SFC. Le Sarreguemines Football Club accueillait Hombourg pour la 15e journée de championnat de régional 1 au Miris. Score final 2-0 pour les Sarregueminois qui restent à la 3e place du classement mais avec un match en retard. Samedi et dimanche ont eu lieu les championnats départementaux de gymnastique artistique à Sarreguemines. C'est le club Assogym de la ville qui organise cette étape avant les championnats interdépartementaux. 47 filles et garçons du club local ont participé à cette compétition. Nombre d'entre eux se sont qualifiés. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on va aussi faire le point sur le BTP avec notre invité du jour, Pierre Scheffer, président de la Fédération du BTP de Moselle. Et ce sera l'occasion de parler aussi du CFA, le centre de formation des apprentis. On va d'abord le voir en images, très attendu par les entreprises du BTP dans notre secteur. Le CFA BTP de Sarreguemines forme désormais des apprentis au plus proche de leur lieu de travail. Le centre de formation vient d'être officiellement inauguré, l'occasion de présenter les nouveaux locaux et de tirer un premier bilan quelques mois après la toute première rentrée des apprentis dans ce nouveau bâtiment. Reportage de Marie-Morgane Pires et Camille Henriot. La prochaine rentrée approche à grands pas et l'enjeu va être de convaincre encore plus de jeunes de rejoindre nos centres. 75 apprentis ont rejoint l'antenne de Sarreguemines du CFA BTP de Montigny-lès-Metz. Depuis son ouverture le 10 octobre 2023, 4 filières ont été créées. Peintre applicateur de revêtements, métier du plâtre et de l'isolation, carreleur mosaïste, puis génie climatique. D'autres spécialités seront bientôt proposées. Nous souhaitons en fait développer 2 autres filières pour la rentrée de septembre 2024 avec un CAP en maintenance des bâtiments et un autre CAP en maçonnerie. Si les apprentis ont déjà bien investi leurs locaux depuis plusieurs mois, cette inauguration officielle a permis de faire visiter le bâtiment au public. 1200 mètres carrés avec des salles de cours et différents ateliers dans lesquels on retrouve tout le matériel nécessaire à leur formation. Pour les entreprises locales, cette ouverture à Sarreguemines est une aubaine. Comme on a une entreprise de peinture sur Götzenbruck et on prend régulièrement des apprentis, et c'est vrai que souvent on devait les envoyer sur Montigny-lès-Metz, et c'est le côté pratique maintenant, ils peuvent venir sur Sarreguemines pour suivre leur cursus de CAP en peinture en bâtiment, ce qui sera beaucoup plus pratique pour les jeunes vis-à-vis des transports et de la proximité. Idem pour Sébastien, gérant d'entreprise, qui a inscrit ici son fils Tom, qui est également son apprenti. Cela lui permet d'être plus proche de son centre de formation. Au début, j'étais parti pour le mettre à Haguenau, dès que j'ai su que ce centre allait se créer, donc on a tout de suite sauté sur l'occasion. On a tout de suite inscrit là. La création de cette antenne du CFA est un gros investissement pour la Fédération départementale du BTP. Le coût du chantier s'élève à 2 millions d'euros avec environ 900 000 euros financés par la région Grand Est. A noter que des places sont encore à pourvoir dans certaines filières à Sarreguemines. L'objectif serait d'atteindre un total de 120 apprentis par an. Alors, ces formations avaient démarré au départ à Sarreguemines dans des locaux provisoires. Ensuite, il y a eu la construction de ce bâtiment, l'ouverture, maintenant l'inauguration de l'antenne sarregueminoise du CFA BTP. Alors, je suppose que pour le président de la Fédération du BTP de Moselle, mais aussi président du CFA BTP, c'est une fierté. Ce bâtiment, cette implantation a été une nécessité, à mon sens. Effectivement, c'est un travail aussi commun avec mon directeur et mon trésorier.
Alors il y a 75 apprentis pour le moment, hein, on l'a entendu dans le reportage, et un objectif de 120. Ça veut dire que la demande est forte dans l'arrondissement de Sarreguemines, aussi bien de la part de jeunes qui veulent aller en apprentissage que d'entreprises qui veulent recruter? Nous avons un besoin important au niveau des entreprises. C'est une centaine, on crée une centaine d'emplois annuellement, hein, du fait du départ à la retraite des anciens, et puis aussi pour le développement aussi de nos entreprises. Donc c'est un véritable besoin de former. Et en plus, dans cette formation, les résultats sont plutôt bons. Les résultats sont excellents. Nous avons 90% de réussite au niveau des CAP et un taux d'insertion de 92%. Ce qui est paradoxal, puisque du coup, il y en a plus qui trouvent du travail que de diplômés. Exactement. Donc il y a vraiment une demande de la part des entreprises, y compris pour des gens qui n'auraient pas encore le diplôme ou qui n'auraient pas suivi la formation jusqu'au bout. Alors ça veut dire que si les entreprises ont tellement besoin de recruter, c'est qu'elles se portent bien. Elles se portent bien, c'est vite dit, parce qu'on a quand même un problème majeur. On rencontre une crise du logement neuf sans précédent. C'est-à-dire la baisse du nombre de logements neufs, c'est ça? À l'heure actuelle, on est à moins 35% de demandes de permis de construire en moins. C'est quand même plus qu'inquiétant. Et il est temps qu'on prenne nos propositions, parce qu'on a un certain nombre de propositions à faire, au niveau des plus hautes instances gouvernementales, prennent ça au sérieux. Alors, quelles sont, par exemple, les propositions et les revendications? Qu'est-ce que vous espérez pour améliorer cet aspect? Alors déjà, il faut que le taux de crédit des emprunts baisse, un accès plus facile à ces emprunts aussi, et puis un certain nombre de mesures aussi qui doivent être prises rapidement. Le zéro artificialisation des sols net, c'est un gros problème. On ne trouve plus de terrain pour construire. Or, on demande aux maires partout de créer des logements neufs, et puis ils en ont pas les moyens. Et ça, c'est inquiétant. Sur l'ensemble de la France, les besoins annuels sont d'environ 500 000 logements. On est, je crois, à l'ordre de 350 000, pardon, excusez-moi, et il y a quand même un déficit très important qu'il va falloir combler, parce que si on ne le fait pas, déjà les entreprises n'auront plus de boulot, ceux qui sont spécialisés justement dans du logement neuf n'auront plus de travail, et il y aura forcément du chômage supplémentaire. Et se reporter vers la rénovation, c'est pas envisageable, parce que finalement, ces directives nationales, c'est fait avant tout pour arrêter d'avoir autant de logements vacants et pour que les gens, par la force des choses, les rénovent ou carrément les démolissent et les reconstruisent. Est-ce que de ce côté-là, il n'y aurait pas moyen de percer, ou en tout cas de s'en sortir pour les entreprises du BTP? Alors la rénovation a toujours représenté une part importante de nos marchés, c'est évident, mais démolir pour reconstruire, c'est un coût supplémentaire. Et est-ce que ce surcoût, on arrivera à le combler? Ça, c'est moins évident. Donc il faut les deux. Et en fait, il faut les deux. Il y a un autre combat aussi que vous menez. Alors d'un côté, il a été gagné par les agriculteurs. Vous voulez le remporter aussi pour le BTP. C'est le rétablissement de l'avantage fiscal sur le GNR, le gasoil non routier. Vous en êtes où, et est-ce qu'on arrive à estimer ce que ça représente comme impact financier pour la filière du BTP? Alors pour le moment, les agriculteurs ont gagné sur ce point-là et je les en félicite. Nous, on souhaiterait qu'effectivement on soit logés à la même enseigne. On va être les seuls à payer ce surcoût de gasoil, ce qui n'est pas logique, ce qui n'est pas normal. Au niveau des travaux forestiers, il n'y aura pas d'augmentation. Bon, bien sûr, c'est un petit peu plus éloigné de chez nous. Tout ce qui est transport maritime, tout ça, il n'y a pas de surcoût. Il n'y a que nous qui seraient impactés. Ce qui n'est pas logique. Ça, c'est important. Alors, j'ai fait quelques sondages à ce niveau-là. Une entreprise dans le BTP de 50 salariés, surtout dans les TP, de 50 salariés, ça représente à peu près un surcoût de 10 000 € par an chez l'un. Une autre entreprise que j'ai interrogée, qui est plus spécialisée dans les TP purs avec des engins lourds, c'est 25 salariés, c'est un surcoût de 100 000 €. Comment on va faire ? Parce qu'il faudrait sinon pouvoir le répercuter sur les clients. C'est des marchés qui sont souvent signés à l'avance. Certains travaillent pour du privé ou des collectivités. C'est impossible de le répercuter.
On parlait aussi beaucoup à un moment de l'inflation, de l'envolée des prix, et notamment les prix de matières premières pour la construction. Est-ce que ça s'est un peu stabilisé ? Pour le moment, ça s'est stabilisé et on espère que ça va baisser, tout simplement. Parce qu'aussi, il faut le dire, certains fabricants ont fait de la spéculation. Et puis, au niveau de l'avenir, alors vous le disiez, il y a le problème de la baisse du nombre de logements neufs. D'un autre côté, il y a tout ce qui est des collectivités, il y a tout ce qui est des entreprises. Est-ce que dans ce domaine-là, ça va bien ? On pense ici évidemment à l'arrivée prochaine normalement d'Holosolis, qui a promis de faire appel aussi à des entreprises locales pour la construction. Quel est le regard que vous portez ? C'est important, cette structure, cette entreprise, si elle s'implante chez nous, il y aura des répercussions aussi directes par des logements, forcément. Hein. Il faudra loger tout le personnel et vraiment, on est dans l'attente à ce que cette implantation se fasse le plus rapidement possible. Et on dit toujours, c'est le fameux jeu de mots, proverbe même, quand le bâtiment va, tout va. Est-ce que vous restez optimiste ? Les entrepreneurs du BTP sont de nature optimiste, sinon ils n'exerceraient pas ce métier-là. Alors c'est vrai qu'on traverse une crise, il faut que le gouvernement prenne les mesures de ces problématiques, parce que, comme le disait l'abbé Pierre, gouverner, c'est loger son peuple. Donc c'est important, c'est important. Donc on reste optimiste parce que demain on continuera à construire des routes, on continuera à construire des logements, j'en suis certain. Et puis voilà, le bâtiment est éternel. Eh bien, merci en tout cas d'avoir été mon invité aujourd'hui sur Mosaïque Cristal. On va s'intéresser maintenant non pas à une construction mais à une démolition. La plus haute des anciennes tours aéro-réfrigérantes de la centrale Émile Huchet de Saint-Avold, nommée TAR 5, a été foudroyée hier. Seule construction détruite à l'aide d'explosifs, la tour dominait le paysage mosellan depuis les années 70. Retour en images sur ce dynamitage impressionnant qui a mobilisé plus de 200 personnes. 10 000 tonnes de béton et 54 ans d'histoire anéantis en seulement 6 secondes. Symbole du paysage naborien, mastodonte de 122 mètres de haut et 41 mètres de large, la tour aéro-réfrigérante 5 de la centrale Émile Huchet a été dynamitée sous les yeux ébahis de centaines d'habitants, élus et anciens employés. Ça fait un petit pincement au cœur, c'est vraiment, spectaculaire. C'est impressionnant, ça fait boum et après tout est tombé, ça fait tout plein de fumée. Beaucoup d'émotions, c'est sûr. Tous les matins en arrivant, on la voyait, elle était droit devant nous là, et puis donc ça va faire tout drôle de passer à côté et de ne plus la voir quoi. C'est sûr que ça change le paysage. Les deux groupes qui avaient été dynamités, c'était groupe 1 et 2, c'était dans les années 80. Donc forcément en 80, j'étais pas né, ça fait déjà partie vraiment du passé lointain. Et là pour nous, pour la génération qui a connu en fait la centrale Émile Huchet là depuis les années 2000, c'est vraiment, c'est la première fois, c'est pour ça que c'est vraiment historique. C'est un symbole d'un autre temps, hein, aujourd'hui il faut voir l'avenir un peu plus serein et un peu plus vertueux. Ce foudroyage sur un site classé Céveso Seuil Haut est l'aboutissement d'une longue procédure. Plan de tir, périmètre de sécurité, tout est méticuleusement étudié depuis 1 an. Les 3000 charges, soit 600 kg d'explosifs, ont été installés 4 jours plus tôt. L'ensemble des charges ont été mises à la base car l'édifice est tenu par des poteaux en béton armé. Par contre, nous avons créé des déchirures sur la coque que l'on voit actuellement avec des bandeaux blancs. Celles-ci sont à 40 mètres de haut, donc on a travaillé à partir de nacelles élévatrices à 40 mètres de haut. Donc ça, c'était particulièrement compliqué, d'autant plus que cette semaine, on a eu du vent et de la pluie, donc les équipes ont été soumises à rude épreuve. Plus de 5 millions d'euros ont été nécessaires pour dynamiter la plus haute tour de la centrale, mais l'histoire de la plateforme industrielle Saint-Avold-Carlin ne s'arrête pas là. Autour d'Émile Huchet qui va continuer à fonctionner, Émile Huchet 6, très peu pour continuer à soutenir le système électrique quand il y en a besoin et qui va se transformer de façon de plus en plus verte. Il y a un gros projet pour nous de production d'hydrogène, mais sur ce site, il y a aussi un certain nombre d'industriels qui viennent. Il y en a déjà un qui est en train de se bâtir, qui est Circa.
Puis un autre projet Parks qui lui aura lieu là, sur les coques de Carlin, mais pour lequel l'entreprise Gazelle va aussi investir, puisque tout ce qui est énergie sera produit par nous. À la place de cette tour, un projet de production d'hydrogène bas carbone et renouvelable par électrolyse de l'eau sortira de terre en 2027, en route vers un avenir plus vert. Retour à présent sur le conseil de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Guillaume Dumontaillet a assisté et il va nous le synthétiser dans sa chronique. Tourisme, habitat et remplacement de luminaires, voici quelques thématiques qui ont entraîné des discussions de la part des élus communautaires de la Casque. Regardez, on se retrouve juste après. Bientôt être possible d'aller de l'Ixin à Grosse-Blie en vélo en circulant sur une piste cyclable. Les travaux d'un montant d'1 082 000 € hors taxe devraient être effectués au printemps. Pour financer ce chantier, la Casque souhaite obtenir des subventions de la part de l'Europe et du département de la Moselle pour un total cumulé de 70% de subventions. Un autre tronçon de piste cyclable devrait également être créé au printemps entre Olvin et Richelin. La région Grand Est est également sollicitée pour prendre part au financement de ce projet à hauteur de 40%. Le coût de ce deuxième chantier, plus court que le précédent, s'élève à 159 650 €. Le financement de l'habitat social était également en discussion. Les élus communautaires ont accepté d'être garants d'un emprunt d'1 745 000 € contracté par SCH pour réhabiliter 75 logements rue Le Vieux-Chêne à Sarreguemines. Au même endroit, un autre bailleur, Moselis, a demandé une subvention de la Casque pour réhabiliter 50 logements. La Casque a accepté de verser 100 000 €. Par contre, les élus ont refusé la demande de garantie d'emprunt sollicitée par Vivest pour l'acquisition de 26 logements situés impasse des Frères Paulin à Sarreguemines, compte tenu des risques que cette opération financière ferait peser sur la Casque. Sinon, la communauté d'agglomération souhaite remplacer 88 luminaires en zone industrielle et commerciale de Sarreguemines. Le coût estimé s'élève à plus de 170 000 €. La Casque va solliciter l'État et les certificats d'économie d'énergie pour faire baisser la facture. Alors ça, c'était un résumé express des points entre guillemets mineurs, mais quand même importants de ce conseil communautaire. Et puis, il y a d'autres points que tu vas nous aborder de manière un petit peu plus longue, plus détaillée. Tu commences par lequel ? Moi, je vais commencer par le premier. Donc, en évoquant tout de suite le premier point qui a été débattu, donc, c'était l'élection d'un nouveau vice-président pour remplacer Dominique G, malheureusement décédé l'an dernier. À travers les extraits qui vont suivre, vous allez pouvoir revivre ce moment riche en émotions. Nous l'avons tous apprécié et respecté, je crois, autant pour sa personne que pour son travail. Et dans ces conditions, il est toujours difficile de tourner la page. Je voudrais d'abord remercier Roland pour son petit clin d'œil à Dominique Jay, auquel on s'associe tous, clin d'œil et pensée amicale. Par ailleurs, je voudrais vous proposer la candidature de Denis Pfeiffer à ce poste. Denis Pfeiffer qui, parce qu'il est adjoint en charge de la politique de la ville, est particulièrement intéressé pour poursuivre son œuvre dans cette fonction. Également intéressé en tant qu'homme du livre, professeur d'histoire géo, pour les questions de médiathèque, les questions de santé. Il fait partie aussi du groupe qui, au niveau de la ville, a initié le travail concernant la santé. Voilà, c'est quelqu'un de motivé dans l'intérêt de tout notre territoire, puisque toutes ces problématiques sont des problématiques de tout notre territoire. Alors, cette élection a donné lieu à aucun suspense, Denis Pfeiffer étant le seul candidat pour occuper ce poste. C'est donc tout naturellement qu'il a été élu. Quel a été le résultat du vote ? Réponse tout de suite dans ces vidéos. On votait pour M. Pfeiffer Denis 51 personnes, donc 51 voix, 2 bulletins nuls et 13 bulletins blancs. Si vous faites le total, 51 plus 2 plus 13, ça fait bien 66. M. Pfeiffer est ainsi élu 11e vice-président et je vous propose de l'applaudir. Je l'invite à venir prendre place. Remercier l'ensemble des membres de notre conseil communautaire pour le résultat, parce qu'ici c'est un beau résultat, je vous en remercie sincèrement, et je crois que c'est un résultat qui montre que la communauté d'agglomération a cette envie d'avancer vers l'avenir avec sérénité
et j'espère que vraiment on pourra travailler dans les mois qui viennent de manière paisible, respectueuse, et puis chacun fort de ses convictions, avec toujours en tête l'intérêt communautaire. Et c'est l'engagement que je prends aujourd'hui. Bien sûr, je suis élu de la ville de Sarreguemines, je viens de le dire à l'instant, mais j'aurai à cœur l'intérêt de l'ensemble du territoire, l'intérêt de vos villages, dans les délégations que le président Roth voudra bien m'accorder. Voilà. J'ai aussi une pensée pour Dominique Gey, dont j'occupe aujourd'hui la place. Il est vrai que j'aurais préféré ne pas devoir le faire. Je crois que c'est une bonne chose d'avoir eu la décence d'attendre plusieurs mois avant de effectivement procéder au remplacement de Dominique. Et ce soir, j'aimerais aussi avoir une pensée affectueuse et chaleureuse pour sa famille. Merci. Et de quelle thématique alors s'occupera Denis Pfeiffer ? Alors, le nouveau vice-président aura notamment en charge l'enseignement supérieur, la formation, mais aussi les problématiques qui relèvent de la santé. Et de santé, il en a été question justement jeudi soir avec l'annonce du futur investissement pour l'hôpital Robert Pax. Et oui, il s'agit d'un nouveau partenariat que la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence va contracter avec l'établissement de santé, à savoir l'achat d'un robot de chirurgie pour un coût de 1,8 million d'euros hors taxe. Il sera notamment utilisé en gastrologie et en urologie. 4 chirurgiens pourraient être opérationnels avec cet outil dès cette année, le double, soit 8 chirurgiens l'an prochain. En termes d'investissement, il y en a également de très gros qui sont attendus du côté de Holosolis, comme vous allez pouvoir l'entendre dans cet extrait. Les estimations des besoins en eau sont de 2 600 000 m3 par an. Donc il faut construire une nouvelle usine d'eau potable d'une capacité de 8 000 m3 par jour et pour 12 millions d'euros, hors taxe. Et créer le réseau entre l'usine d'eau potable et l'Europol d'un réservoir de 3 000 m3 pour 8 100 000. Donc 12 plus 8, cela nous fait donc 20 millions d'euros hors taxe. Comment cela va-t-il être financé? La réponse tout de suite dans un nouvel extrait. Alors ce financement, ce projet va être financé par un emprunt sur 25 ans à 5%, ce qui nous donnera une annuité de 1 410 000. Alors ces investissements seront entièrement répercutés à Holosolis, sauf pour les 2 premières années où c'est le budget eau qui fera l'avance. Mais pour le reste, ce sera répercuté à Holosolis, donc à terme, c'est une opération blanche. Mais au départ, il faut quand même préfinancer donc les 2 premières années par le budget eau. Alors ça, c'est pour Holosolis, mais de l'eau, il y en a aussi besoin pour nettoyer les bornes d'apport volontaire. Et oui, ces fameuses bornes disséminées dans toutes les communes de l'agglo pour le tri de nos déchets et qui sont source de mécontentement chez une grande partie de la population. Elles ont de nouveau fait l'objet de débats jeudi soir lors du conseil communautaire, car la CASC a approuvé un point concernant leur nettoyage. Dans toutes les communes, sauf à Sarreguemines, l'intercommunalité va verser aux municipalités 1,18 € par an et par habitant afin que les mairies procèdent au nettoyage de ces bornes. Un montant insuffisant pour Cyril Fétic, comme vous allez l'entendre dans cet extrait. Je prends le cas de Saint-Jean-Orbach. En moyenne, j'ai des ouvriers qui passent 3 heures par semaine pour nettoyer les abords, trier ce qui est à côté, ramener à déchetterie à Sarade. Si je prends 3 heures par semaine, multiplié par 50 semaines, ça fait 150 semaines, ça fait 150 cas. À 15 € de l'heure, je suis déjà à 2200 et les poussières 2300. Le calcul réalisé par les élus de la CASC, responsables du tri des déchets, diffère de celui donné par le maire de Saint-Jean-Orbach. Voici comment l'Interco a déterminé ce coût de 1,18 € par an et par habitant. Oui, on est parti, bien sûr, comme l'a rappelé le président, sur une estimation. 5 minutes pour le nettoyage d'un point tri, 5 minutes pour le trajet et 100 litres de déchets par point de tri pour le traitement. On a pris les 5 minutes et on est parti sur la base de 27 € de l'heure, ça nous donnait 2,25, pour les trajets 2,25, pour les déchets, le traitement 2,33, ce qui nous donnait un total par point tri de 6,83. Donc le coût par semaine était de 1 501,50 € pour les 220 points de tri, ce qui à l'année représente
comme charge pour la communauté d'agglomération, si on prend 1,18 pour tout le territoire, de 78 078 €. Alors il s'agit là, comme l'a rappelé le Président, ou l'a précisé le Président, d'une proposition qu'on vous fait, au moins pour les communes rurales, c'est-à-dire hors Sarreguemines, donc pour toutes ces communes. Et si, à l'usage, il s'avère que les charges pour les communes sont plus importantes, ce sera à nous de décider, le moment venu, d'augmenter ou pas cette participation. Voilà où on en est. Donc c'est une proposition. Tout à l'heure, on va vous parler du montant estimé par Citeo. Eux estimaient la charge à 90 centimes par habitant par an. Nous, avec nos calculs, qu'on peut contester, hein, on en arrive à 1,18. Donc on est quand même légèrement au-dessus. Alors, qui a raison, qui a tort, on verra à l'usage. Nous sommes là dans une phase, je dirais, d'essai, hein, et nous verrons bien si cela suffit ou pas. Je crois que notre volonté était tout simplement de mettre en route un système qui permet d'avoir des environnements plus propres. Ce qui est visé, c'est une nette amélioration de la question, dans le sens du service à la population, dans le sens aussi de l'hygiène, puisque vous avez été nombreux, et puis vous l'avez peut-être constaté dans vos communes aussi, c'est absolument nécessaire à certains moments qu'on ait ce travail qui est fait. C'est à nouveau une contrainte pour la commune, pour un système qui a été mis en œuvre et qui, pour les gens, n'est vraiment pas satisfaisant du tout, parce qu'il faut tous qui se déplacent. Voilà. Je ne fais que reporter ce que pensent et ce que disent les habitants de Saint-Jean-Robec. Sans rentrer dans le débat sur le bien fondé de ces bornes d'apport volontaire pour le tri des déchets, le président de la CASC, Roland Roth, a présenté un tableau présentant un comparatif des coûts moyens de collecte et de traitement des déchets ménagers supportés par les foyers de Moselle-Est pour démontrer que les habitants de la CASC sont ceux du territoire qui payent le moins. Que faut-il privilégier, le coût payé par l'usager ou le confort du système de collecte des déchets? Au niveau de la CASC, il semble que les élus ont choisi de favoriser le pouvoir d'achat des ménages. Je parlais tout à l'heure de ce fameux 1,18 € par an et par habitant que l'intercommunalité versera aux communes membres, et je disais qu'à Sarreguemines, une autre manière de fonctionner a été décidée. Écoutez. Pour la ville de Sarreguemines, et à sa demande, nous proposons de mettre en place une prestation de nettoyage qui serait soit réalisée en régie, soit confiée à une entreprise extérieure. Au niveau du financement du nettoyage des bornes d'apport volontaire à Sarreguemines, ce service sera entièrement payé par la CASC. Ces dépenses totales consenties pour le nettoyage de l'ensemble des bornes de toutes les communes de l'intercommunalité sont estimées à 100 000 € par an. Pour les financer, les élus communautaires ont décidé de répondre à un appel à projet de Citeo qui pourrait permettre à l'Interco de récupérer 90 cents par an et par habitant. Davantage d'explications dans ce nouvel extrait. Pour financer en partie ces aides aux communes, aides financières et prestations, nous vous proposons de répondre à un appel à projet de Citeo. Nous pourrions percevoir un soutien de 90 centimes par an et par habitant, soutien qui serait majoré pour les communes touristiques, notamment Sarreguemines. Cette convention aurait une durée de 5 ans et déterminerait pour l'instant la durée des aides et prestations de la communauté d'agglomération envers les communes. À noter que sur cette question des bornes d'apport volontaire, des améliorations sont également attendues avec l'installation de sondes de remplissage sur ces bornes, un moyen de rendre plus efficace le vidage de ces points d'apport volontaire. Ce qui contiendrait un tiers de déchets ne serait pas systématiquement vidé. A contrario, ceux qui se rempliraient rapidement seraient plus souvent vidés pour éviter que l'entassement de ces déchets valorisables empêche les habitants d'utiliser ces bornes correctement. Merci Guillaume pour ta chronique et puis nous avoir détaillé ce point sur les bornes d'apport volontaire.
Nul doute qu'il sera fortement commenté sur les réseaux sociaux par nos téléspectateurs et par nos internautes. On continue cette émission dans une mairie avec le pouvoir aux femmes en Allemagne. Ce sont les femmes qui ouvrent le bal carnavalesque comme à Kleinbittersdorf ce week-end. Réunies devant la mairie, elles ont réclamé le pouvoir au maire de la commune qui a été obligé de capituler. Il n'a pas su trouver la bonne réplique pour calmer les ardeurs d'une immense foule prête à tout pour s'emparer de la mairie. Les femmes ont officiellement pris les rênes du pouvoir local. Camille Henriot a suivi ce cortège déjanté et festif. Allez, 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 und los geht's! Allez, hop, en marche vers la mairie de Kleinbittersdorf. La porte est fracassée et les femmes ont pris le pouvoir. Le maire n'a d'autre choix que de quitter le navire et de leur donner les clés de la ville en signe de capitulation. Une victoire fêtée en musique par toutes ces femmes et ces hommes réunis autour de la mairie. Avec jet de bonbons depuis la fenêtre. Car c'est un scénario monté de toutes pièces aujourd'hui dans le respect d'une tradition bien allemande pour la saison carnavalesque. À ce moment-là, on inverse les rôles. Des fonctions occupées majoritairement par les hommes passent entre les mains des femmes. Une tradition organisée cette année par l'association carnavalesque d'Ire Bloise. C'est une tradition très lointaine qui marque le début de la Fastnachtzeit, la saison carnavalesque en Allemagne. Les fous prennent d'assaut la mairie avant de reprendre les clés de la ville. Puis elles dirigent la commune de la prise d'assaut jusqu'au Aschermittwoch, le mercredi des cendres. Ils étaient une centaine de bénévoles à animer cet événement avant la grande cavalcade de ce week-end à Kleinbittersdorf. Les festivités carnavalesques se poursuivent des deux côtés de la frontière, mais nous on va s'intéresser au sport juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain le ciel sera encore assez nuageux le matin, il va encore plus se voiler au cours de l'après-midi. Un vent faible est prévu tout au long de la journée. Du côté des températures, il fera 3 degrés le matin, les maximales grimperont jusqu'à 7 degrés. Demain, le mardi 13 février, nous souhaiterons une bonne fête aux Béatrices. Passez une excellente journée sur Mosaïque Cristal. Chauffer une maison en hiver, la garder fraîche en été, ne faites pas l'impasse d'une bonne isolation. Pour vos travaux, faites confiance à Modern Habitat. Les équipes ont un savoir-faire maintes fois éprouvé. Les produits utilisés sont haut de gamme. Vous bénéficiez d'une prestation de conseil pointue et chaque client devient un client satisfait. Avec Modern Habitat, vous misez sur la confiance et la qualité. Cette semaine, retrouvez-moi dans le cadre Je partage la scène avec une artiste du territoire, originaire de Caisse-Castel. Elle a 19 ans, elle chante, elle danse, elle joue du piano, du saxophone et bien plus encore. Et c'est sa voix qu'elle est venue nous faire découvrir, elle s'appelle Camille Hénard. C'est une émission à retrouver en intégralité ce jeudi à partir de midi sur Mosaïque Cristal. Pour le moment, il est temps de faire un retour en images sur quelques résultats sportifs du week-end. Votre vie locale sportive est sponsorisée par Wellness Wouswiller. Nageurs amateurs ou confirmés, venez découvrir nos bassins avec turbine de nage à contre-courant intégrée Swimeo, disponible à l'essai.
La tribune du stade de la Blise était pleine pour la rencontre de samedi soir. Le Sarreguemines Football Club a affronté Homburo pour la 15e journée du championnat de Régional 1 au Miris. Le SFC s'est imposé dès la première mi-temps avec 2 buts. Le score est ensuite resté inchangé jusqu'à la fin de la rencontre. Retour sur le match avec Thibaut Desmerlet. C'était un match tendu entre l'équipe bleue du SFC et son adversaire la SSEP Homburo pour ce derby de Moselle. Dans les deux camps, des occasions se créent pour prendre l'avantage dès le début du match. Les deux clubs se sont disputés la possession du ballon. Sur un corner du SFC, Homburo a évité de justesse le but. Mais la pression des Sarregueminois devient trop forte pour Homburo et Nassim Bakria marque le premier but de la rencontre. On est un peu frustré parce que on voulait faire venir ici et faire un résultat. Maintenant, ça s'est joué sur quelques détails. Puis après, à la mi-temps, à 2-0, c'est encore jouable. Hein. On a encore des opportunités, mais il nous a manqué un peu de fraîcheur. Il nous a manqué ce petit but qui aurait peut-être pu nous relancer dans la partie. Les Sarregueminois n'ont rien lâché en première période et percent une seconde fois la défense de leur adversaire. Le tir d'Enes Saïn passe entre les jambes du gardien et offre un deuxième but pour le SFC. Homburo n'est pas arrivé à remonter au score à la deuxième mi-temps malgré quelques tentatives. Les Bleus ont réussi à tenir jusqu'à la fin de la rencontre. Score final 2-0, une belle victoire pour les Sarregueminois. Je suis un entraîneur qui est comblé parce que les joueurs ont su répondre sur la forme et le fond. On savait qu'on allait avoir un terrain difficile et aussi une très bonne équipe en face de nous, donc invaincu depuis un bon petit moment. On a fait un match impeccable sur la dimension défensive et su être efficace sur les situations qu'on a eues. Pour la prochaine rencontre du championnat en Régional 1 au Miris, les hommes de Jamel Ferjani vont affronter Aubert Moderne le 25 février prochain. Le SFC est pour le moment à la 3e place du classement avec 31 points derrière Forbach et Homburo. Il y a un athlète qu'on suit de près, en particulier en cette année olympique, c'est Jan Schrub. Le licencié de la Sarre remportait hier le 5 km de Monaco, mais en 13 minutes 22 secondes, 10 secondes de trop pour battre le record d'Europe qu'il convoitait. Mais cela reste de très bon augure à moins de 6 mois des JO de Paris. Compétition chez nous à présent, cela fait maintenant plus de 15 ans que la SOGIM de Sarreguemines organise une des étapes pour les championnats interdépartementaux de gymnastique artistique. Une douzaine de clubs de toute la Moselle sont venus ce week-end au complexe Émilie Le Pennec pour le championnat départemental. L'occasion pour les jeunes gymnastes de faire leurs preuves. Reportage de Thibaut Desmerlet. Ils étaient plus de 160 jeunes gymnastes de la Moselle à venir gagner des points au championnat départemental performance de gymnastique artistique dans les catégories nationales, fédérales et régionales. Les filles ont dû faire leurs preuves sur 4 agrès contre 6 pour les garçons. Ce week-end de compétition est organisé par la SOGIM de Sarreguemines avec le comité départemental. 47 membres du club ont participé à cette étape qui fait partie d'une série avant les championnats interdépartementaux. Les résultats du club sont positifs. Ouais, ça se présente plutôt bien, on a eu du monde sur tout le week-end depuis hier, on a des gymnases, donc des podiums hier et aujourd'hui ce matin les petites avec les 7-9 ans et des résultats qui vont bien avec des champions de Moselle et des vice-champions de Moselle, donc c'est plutôt positif. Et pour certains gymnastes, la suite de l'aventure se confirme. Les jeunes devraient être qualifiés pour l'étape interdépartementale. Il y en a peut-être quelques-uns pour qui ça sera peut-être un petit peu compliqué. On attend les résultats des autres départements de l'ex-Lorraine pour avoir les qualifiés et pour pouvoir passer à l'étape suivante qui est en interdépartementale au mois de mars. Beaucoup de jeunes du club local se sont illustrés. Avec cette étape à Sarreguemines, environ 77 filles sont sûres d'être qualifiées pour les championnats interdépartementaux et 16 garçons.